Ce CD, c'est une très belle histoire. Pardonnez-moi, je suis émue. Écrite et réalisée par Karim Medjeber et à laquelle ont adhéré, bien sûr, de tout cœur, tous les artistes et les personnalités qui ont participé à ce clip. Tous les bénéfices de la vente de ce CD sont versés à la Fédération Ressources. Permettez-moi donc de vous présenter, mis à part le fait que j'ai un cœur d'artichaut et que je pleure facilement. Je m'appelle Sylvie Sancy et c'est moi qui ai l'immense honneur d'animer ce colloque et la table ronde aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a des caméras dans la salle, donc c'est tout simplement parce que ce colloque va être enregistré pour être ensuite diffusé. Voilà, donc je tenais à préciser. Normalement, vous avez tous été plus ou moins briefés sur l'application Mentimeter, dont nous reparlerons tout à l'heure, donc on peut commencer. Ressources, au départ, c'est l'engagement d'un homme, son idée, son combat. Aujourd'hui, ils sont des centaines, non pas derrière lui, mais à ses côtés. Je vous demande d'accueillir le docteur Jean-Loup Mousset. Sylvie, si tu as un cœur d'artichaut, moi j'espère que j'arriverai vraiment à arriver à ne pas m'arrêter à chaque instant, tellement l'émotion est grande. Voilà, je vous remercie d'être là. Et donc... Printemps 97, Palo Alto, Californie. Je suis un dimanche matin pour un brunch avec ma fille Marine, Emmanuel qui prend la photo, David Spiegel, le plus grand psycho-oncologue du monde, Irving Yalom, le fondateur de la psychothérapie existentielle. Je suis un petit cancérologue, en visite à Stanford, invité à un brunch avec eux. Et j'ai eu l'honneur, le privilège de voir leurs travaux, donc à l'université de Stanford. Leurs travaux, c'était comment accompagner et aider les personnes qui vivent un cancer. On est déjà en plus, il y a 20 ans, avec des pronostics de l'ordre de 1 an et demi en moyenne, confrontés à la mort. Et ils ont trouvé comment les aider à vivre mieux cette épreuve et même leur donner de meilleures chances. Waouh! Imaginez, donc je reviens enthousiaste en France. Mais il faudra 20 ans. Si on m'avait dit qu'il fallait 20 ans, je ne sais pas si j'y serais allé. 20 ans d'un long chemin et tant de pierres posées par des personnes qui ont pris part et qui sont venues à mes côtés sur ce chemin. 20 ans pour arriver à Aix et 20 ans finalement pour arriver à dupliquer à Montélimar et à ce que ça étende à travers la France, comme les poppies, le coquelicot, emblème de la Californie, qui va essaimer à travers la France. Et alors du coup, 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 ans, Jean-Loup ? Eh bien, chaque étape a été indispensable. Il a fallu d'abord poser le concept. Oui, on ne part pas n'importe où. On sait où on va. Et c'est David Spiegel et Irving Yalom qui ont posé les choses. Je l'ai modélisé l'accompagnement thérapeutique pour ma thèse. Puis, on commence les premières actions patients seulement en 2003. Les soins esthétiques, les groupes de parole. Puis, le petit ressource 70 mètres carrés. Une vingtaine d'intervenants, mais ça n'est pas suffisant. On ne peut pas faire l'accompagnement thérapeutique avec ça. Et c'est en 2009 qu'on annonce on va créer un centre ressources. Eh bien, il faudra encore 3 ans pour arriver enfin au centre ressources Aix-en-Provence. Les dimensions qu'il faut, le cadre qu'il faut pour qu'on puisse faire ce fameux programme d'accompagnement thérapeutique. Le livre pour permettre de faire connaître, et puis finalement, Nancy Rosati et l'équipe de Montélimar qui nous rejoint, on crée une fédération. On se dit ensemble, on est plus fort, effectivement. Et d'autres centres rejoignent l'aventure. On est à un tournant. On a montré que cela était possible à Aix, que c'est possible de le répliquer ailleurs, que d'autres peuvent se prendre en main cela. Et donc maintenant, ça essaime à travers la France. Il nous faut faire connaître cela. Et on a besoin de moyens, parce qu'on n'a pas les moyens financiers pour supporter ça tout seul. Alors, ce n'est plus un projet, ça n'est plus un espoir, c'est une réalité. Le concept ressources, il est là. Alors pour le comprendre, c'est pas simple, hein.
Il y a effectivement dans ce lieu, 900 mètres carrés, piscine, hammam, un lieu de mieux-être. Des activités de mieux-être, bien entendu. Là, rien de nouveau. Tout le monde, enfin, entre guillemets, c'est fait un peu partout. Soins esthétiques, accompagnement, accompagnement social, pilates, de l'art-thérapie, de la sophrologie, de la réflexologie plantaire. Des choses paraissent simples, mais qui sont fondamentales parce qu'elles font du bien. Quand on vient de vivre un tremblement de terre, un tsunami, qu'est-ce que ça fait du bien, une couverture, une soupe chaude, une personne qui est là et qui croit que vous êtes vraiment vivant. Hein, et ça permet de repartir, de retrouver confiance en la vie. Et ça permet peut-être d'avoir envie d'aller plus loin et de faire ce fameux programme. Oui, je vais mieux, je suis au pied de l'Everest, je vais le grimper cet Everest. Mais j'ai intérêt à le faire plutôt en groupe, en cordée, avec une dizaine de personnes et avec un guide. Et on va partir, pas les mains vides, partir remplis de choses et de connaissances, de compétences qui permettent de monter cet Everest et si possible de redescendre. L'innovation, elle est que nous avons réussi à le mettre en œuvre tous les jours pour tous les patients, hommes, femmes, quel que soit le type de cancer, pendant, après les traitements du cancer, que vous soyez en essai thérapeutique ou pas, ou que vous soyez traité, hôpital ou clinique, et dans un modèle solidaire accessible à tous. Et tout ça dans un même lieu, pour pas qu'on court à droite à gauche, tout est là, au même endroit. Oups. Voilà. 5 ans, j'ai pris 5 minutes pour vous résumer les ressources, mais on va prendre 3 heures en fait. On va prendre 3 heures pour vous expliquer ce qu'est ressources. On va plonger dans l'humain à travers les témoignages. On va aussi plonger dans les chiffres, parce qu'avec 8 ans d'expérience terrain, nous avons évalué. Et on va vous montrer en chiffres aussi ce que cela donne. Avec tous ceux de ressources, je parle alors leur nom, on est très très fiers. Je suis ému, mais je suis fier, et je crois pouvoir dire que tous les gens de ressources sont tellement fiers d'avoir participé à cette aventure. Mais je voudrais dire que vous pouvez être fiers, parce que vous avez cru en nous, vous nous avez accompagnés, aidés, vous êtes là aujourd'hui à nous écouter. Alors vraiment savourez aujourd'hui cela, et savourez-le parce que c'est pour les patients. Merci. Jean-Loup vient de vous dire que nous allions parler chiffres. Le cancer, c'est la première cause de mortalité en France et dans la plupart des pays riches. Et même si on n'en meurt pas, et de moins en moins d'ailleurs, fort heureusement, l'impact de cette maladie sur la vie familiale, sur la vie sociale et son impact économique aussi sur le pays est très très important. Donc vous voyez, en France, chaque jour, près de 1100 personnes apprennent qu'elles sont touchées par le cancer, 400 000 par an. Avec plus de 400 morts par jour, c'est donc la première cause de mortalité en France, c'est ce que je vous disais. Voilà, 3 800 000 personnes ayant eu un cancer. C'est important de poser ces chiffres, très très important. Tu peux avancer, Jean, s'il te plaît. Le poids social et sociétal du cancer, bien sûr, il est extrêmement important parce que quand quelqu'un apprend qu'il a un cancer, cela n'a pas un impact que sur lui. On en reparlera tout à l'heure pendant la table ronde, mais un diagnostic, 4 personnes impactées, bien évidemment. D'accord ? 82,5% des patients présentaient des symptômes de stress post-traumatique. Parce que quand on est en rémission, ça ne s'arrête pas encore. Des séquelles, 5 ans après. 3 personnes sur 5 déclarent des séquelles, dont des troubles anxieux pour près de la moitié d'entre elles, et 16,8% des troubles dépressifs 5 ans après le diagnostic du cancer. Vous êtes tous très très bien placés pour savoir quel ravage ça peut faire à la fois dans la vie familiale, mais aussi dans la vie professionnelle, et dans la possibilité ou pas de continuer à être intégré dans une vie sociale. C'était important de poser ces chiffres-là pour se rendre compte de l'enjeu de société qu'est le cancer. Au début, donc, Jean-Loup vient de vous le dire, il y avait le petit ressources, comme vous l'appelez tous entre vous. Puis ensuite est venu le centre ressources d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, il y a Montélimar, Montauban, Reims, Lyon, Saint-Avold et bientôt Marseille. Alors, pour nous parler de 2 de ces centres ressources, merci à François Langlais et Nancy Rosati de me rejoindre sur scène. Ici pour avancer.
Alors François, bonjour. Vous êtes ingénieur de formation. Vous avez beaucoup travaillé aussi pour le service de santé au travail de la région d'Aix-en-Provence, du pays d'Aix. Aujourd'hui, vous êtes président du Centre ressources d'Aix-en-Provence et, attention, messieurs, dames, trésorier de la fédération. Alors, ce grand ressource, ce vaisseau amiral, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bonjour à tous d'abord. Merci pour votre présence aujourd'hui. Je vais vous présenter 3 graphiques, si on peut envoyer. Voilà. 3 graphiques de l'évolution du Centre ressources d'Aix-en-Provence de 2012 à 2018. Vous allez voir, ces chiffres sont impressionnants. Alors, tout d'abord, le nombre de bénévoles, bénéficiaires, de 2012, 293, 2018, 630. On a doublé. Le nombre de bénévoles, là aussi on double. 2012, 70, on passe à 147. Et enfin, le nombre d'activités dans le centre, 6 973 en 2012, 11 647 en 2018. Voilà quelques chiffres marquants. Merci de votre attention. Merci François. Alors Nancy, vous êtes médecin et vous êtes surtout présidente du Centre ressources de Montélimar, donc vous êtes la cofondatrice. Alors je pense que ce qui nous intéresserait tous, c'est de savoir, vous êtes tombée dedans comment, en fait? Alors, l'histoire, je peux dire, du Centre ressources Montélimar s'est jouée en 3 actes. Donc, il y a une quinzaine d'années, donc on a déjà eu avec un ami l'idée de faire un centre qu'on voulait appeler centre de ressourcement. Hein, c'est pas... Ça ne s'invente pas. Pour accueillir des personnes, déjà pour permettre de gérer le stress et d'aller jusqu'à l'accompagnement des personnes touchées par le cancer. Seulement, ce modèle-là était un modèle un peu fragile, puisqu'il n'y avait pas de concept vraiment structuré déjà, sur des bases scientifiques. On était sur un modèle indépendant, donc ce projet n'a pas vécu, elle n'a pas été viable. Et je dirais, le projet a ressurgi, le deuxième acte, a été quand j'ai été médecin du travail sur l'hôpital de Montélimar, au moment de ma reconversion en médecin acupuncteur dans les soins oncologiques de support. Et là, à ce moment-là, toute une équipe s'est ralliée à moi pour essayer de monter au sein du centre hospitalier de Montélimar une unité de soins oncologiques de support. Et là, on s'est trouvé, donc il y avait une naturopathe, une psychologue, on avait aussi démarré de l'activité physique adaptée, une équipe, et il y avait une infirmière cadre, 2 secrétaires médicales, donc une équipe assez fournie. Et à ce moment-là, on s'est trouvé confronté aux difficultés, manque de budget dédié, autorisation, et chemin faisant, à l'occasion d'un colloque qu'on est venu voir de Jean-Loup à Aix sur l'accompagnement des personnes touchées par le cancer. Là, ça a été un peu le déclic et on a dit, il faut aller voir Jean-Loup. Et en avril, exactement 2014, on est venu, toute l'équipe, on était une dizaine, voir Jean-Loup. Et là, en sortant de cette visite du centre, on a dit, ben voilà, c'est le modèle qu'il nous faut, un modèle associatif, solidaire, un concept structuré qui répond tout à fait à la demande de ce qu'on voulait fournir aux patients. Et puis, troisième chose, c'est la volonté acharnée de Jean-Loup d'essaimer d'autres centres. Donc, on a été le premier bébé ressources Montélimar. Un bébé qui a 5 ans aujourd'hui. Et alors, en quelques chiffres, justement, on a vu les chiffres avec François sur Aix. Donc, en quelques chiffres, le centre ressources de Montélimar, ça donne quoi? Alors, depuis donc, l'ouverture en 2015, on a dépassé les 500 personnes inscrites. Alors, avec on a tous les mois au moins 70 personnes qui renouvellent leur adhésion. Autre chiffre un petit peu marquant, c'est que sur l'année 2018, ça équivaut à 556 heures d'ateliers de groupe pour 530 heures d'ateliers individuels. Tout ça encadré par 70 bénévoles. Voilà. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci Nancy, merci François.
Les bénévoles, on en entend beaucoup parler aujourd'hui. À Aix, François Langlais vous l'a dit, ce sont 140 bénévoles sans qui rien ne serait possible. Alors c'est difficile de tous les entendre, c'est même impossible. Nous avons eu, nous, l'immense plaisir, bonheur, chance de pouvoir en rencontrer quelques-uns. Je vous propose d'écouter leurs témoignages. Merci du fond du cœur à Catherine, Sandrine et Marie-Thérèse. Une amie m'appelle pour me dire qu'une association aixoise accompagnait des personnes atteintes de cancer. Elle me dit, si tu as du temps, peut-être que tu pourrais aider. Elle me dit, toi qui es passionné par l'alimentation, peut-être que tu pourrais les appeler. Et bizarrement, c'est devenu une évidence. J'ai été touchée par le sort de ces personnes. Il y a 10 ans, le mot cancer était encore vraiment tabou et j'ai eu envie, dirons-nous, de tendre la main. Les personnes ont vraiment besoin donc d'être écoutées, d'être réconfortées, elles ont besoin de gentillesse, de douceur. C'est ce qu'elles viennent chercher au centre ressources, c'est une petite bulle de bonheur à travers donc les différentes activités et les différents bénévoles vont pouvoir justement trouver l'outil qui va pouvoir l'aider, l'accompagner pendant cette période. Une fois par semaine, j'ai des groupes d'une quinzaine de personnes. Et ça, je les anime maintenant depuis 3 ans, ouais, avec une autre sophrologue. Donc nous sommes en binôme et c'est vraiment, ça nous permet, ayant des groupes quand même importants, ça nous permet donc d'être à l'écoute d'une manière peut-être beaucoup plus fine, peut-être, hein, d'avoir cette disponibilité. Bien sûr que c'est pas tous les jours évident, mais je reçois comme un cadeau, au contraire, de pouvoir en tout cas accompagner les personnes et leur donner justement toutes les possibilités, les chances en tout cas d'améliorer leur qualité de vie. Voilà, ça me donne beaucoup de joie et de gratitude aussi. Il y a un vrai échange aussi. Il faut les convaincre, hein. Je croise beaucoup de personnes dans mon activité et certaines me disent non, je ne veux surtout pas aller dans un centre où on va parler du cancer. Et je leur dis non, venez, on apprend, on rit, on s'amuse, on crée, on bouge. Et chaque rencontre, je dirais, est une leçon de vie. Quand je vois leur ténacité, leur capacité de faire face, je dirais que à chaque fois, je reçois autant, sinon largement plus que ce que je donne. Vous l'aurez compris, le principe de solidarité est essentiel chez Ressources. Quel que soit le niveau socio-économique, on peut bénéficier de tous les accompagnements. Alors comment cela est possible? C'est grâce à eux, les financeurs. Je voudrais vous montrer un petit camembert, comme on dit. Voilà, ce sont les financeurs de Ressources, alors subventions publiques, subventions privées, dons d'entreprises. Mais surtout, vous le voyez, et c'est là-dessus que je voulais insister, les dons des particuliers. Des milliers d'anonymes qui donnent sans cesse, avec une générosité que j'aimerais que vous applaudissiez très fort. Alors, pour parler financement, je vous propose d'accueillir Madame Brigitte Deveza, élue au conseil départemental en charge de l'enfance, la famille, la PMI et la santé, Madame Marie-Pierre Sicard, adjointe au maire d'Aix-en-Provence en charge de la santé, médecin de formation, et enfin Monsieur Philippe Desjardins, directeur adjoint chargé des projets santé chez Malakoff Médéric. Messieurs, dames. Je vous en prie, Madame Deveza. C'est moi qui ouvre le bal. C'est vous qui ouvrez le bal. Vous pouvez, comme vous voulez. Moi, je préfère. Je sais pas, je me sens mieux avec un micro comme ça. Et bien alors faites comme c'est mieux pour vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Que d'émotions, que d'émotions. Je suis très émue également. Merci Jean-Loup Mussier, vraiment merci pour ce que vous faites. Et je crois qu'aujourd'hui, ça se ressent. Je voulais féliciter aussi Ahmed. Je ne sais pas où il est, Ahmed. Ah, il est là. Je ne lui savais pas des talents de chanteur. En tous les cas, c'est magnifique. Voilà une équipe qui donne, vous parlez de solidarité, mais pas seulement de la solidarité, qui donne de l'espoir et qui encourage chacun d'entre vous à essayer de trouver en tous les cas un chemin qui lui permettra
d'affronter les difficultés. J'ai toujours tendance à dire que la santé est l'affaire de tous, et effectivement, c'est l'affaire de tous. Et on est tous, malheureusement, touchés par cette maladie de près ou de loin. Et c'est avec beaucoup d'émotion aujourd'hui que je suis là. Alors je suis là, évidemment, comme vous l'avez dit, en tant que financeur, et je représente le conseil départemental. Et donc, Madame Martine Vassal, notre présidente, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, et donc je suis ravie de la représenter. Je voulais remercier aussi ma collègue qui est toujours présente, malgré les difficultés qu'elle a aujourd'hui, Marie-Pierre Sicard-Denuel. Vous voyez, on s'est retrouvés il y a quelques semaines, toutes les deux, handicapées. Alors moi, j'ai un peu plus vite progressé, puisque l'accident était quand même moins important que le sien. En tous les cas, je la remercie d'être là et de représenter la ville. Merci pour ce que tu fais au quotidien sur le plan santé. Et je suis ravie de te voir aujourd'hui. Et on va essayer de faire quelque chose de bien, en tout cas. Alors, évidemment, on va un peu parler du département avant de répondre à la question qui était posée par Sophie. Donc, de rappeler que le département soutient depuis longtemps des actions concernant le cancer. C'est une évidence. Comment elle le fait, de quelle manière? La première chose qui est importante, c'est les hôpitaux. En équipant les hôpitaux comme la PHM, l'assistante publique hôpitaux de Marseille, mais notamment l'Institut Paoli-Calmette, l'hôpital de Martigues et de Salon. Notre présidente a souhaité effectivement qu'il y ait une équité sur ce territoire en matière de santé, dans le public comme dans le privé. Et je crois que ça, c'est une bonne chose. On doit travailler en transversalité et pas en opposition. Cela représente évidemment des dizaines de millions d'euros pour l'amélioration des bâtiments, d'équipements d'imagerie, de chirurgie ou de radiothérapie. Mais c'est aussi un soutien, le soutien dont vous avez besoin pour la recherche via des grands projets comme le centre de recherche Paoli-Calmette sur le cancer du pancréas. Je rappelle que ce fléau, responsable de 11 000 morts par an, et dont il faut booster la recherche, c'est important. Nous soutenons également les dispositifs de dépistage, évidemment le cancer du sein, celui dont on parle très souvent, mais également du côlon et du col de l'utérus. Tout ceci donc, se fait au travers d'actions que nous proposons dans nos centres de santé, comme c'est le cas aujourd'hui, 26 septembre, dans tous les centres de planification où les femmes sont invitées à venir faire un frottis gratuitement ou demander des conseils, ça c'est important. Voilà aussi le travail du département, c'est d'accompagner tous ces centres. Enfin, nous soutenons les soins de support et les projets innovants au service direct des patients atteints du cancer. Et c'est dans le cadre de cette dernière orientation que nous avons, depuis 2006, soutenu le centre ressources et le docteur Mouisset à Aix-en-Provence. Mais au-delà de ce qui nous a intéressés, au-delà de la maladie, c'est l'approche de l'humain. Vous l'avez dit, Jean-Loup Mousset, il y a une solidarité. Il faut aussi parler de l'humain. La maladie, c'est une chose, mais il faut aussi pouvoir accompagner. Les personnes sont parfois désespérées, n'ont pas forcément autour d'elles des gens en capacité de les aider et de leur parler et de les rassurer. C'est ce que vous faites. Mais vous avez aussi une approche à la fois de groupe et individuelle. Je dirais une notion de plan bien construit, bien pensé. Vous êtes rassurant et riche de multiples intervenants, on l'a vu, hein, vous l'avez dit, beaucoup de bénévoles. Je tiens à les remercier parce que sans les bénévoles, aucune association, quelle qu'elle soit, ne pourrait fonctionner. Donc je pense qu'on peut vous applaudir dès maintenant parce que vous faites un travail remarquable. Remarquable. Donc je le disais, dans cet esprit de coaching, nous est apparu comme une innovation. On parle d'innovation, mais vous êtes innovant, monsieur Jean-Loup Mousset, dans la mouvance de ce que les patients demandent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui? Plus de considération de leur qualité de vie, de l'écoute, du temps, de la part de leurs interlocuteurs, du soutien quotidien et des aides pratiques. Et surtout, plus d'interactivité et d'implication dans leur groupe de guérison. Il fallait aussi la garantie qu'en parallèle, une prise en charge classique était maintenue. C'est important. C'est le cas de l'approche ressources. Enrichir la prise en charge en respectant le protocole défini en réunion pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle, obligatoire, pour proposer une prise en charge du cancer. C'est un point crucial. Nous avons aussi porté l'idée que chacun sur ce territoire puisse accéder à un panel de soins, de support,
du sport, du soutien psychologique ou de la relaxation, de la nutrition, on en a parlé, adapté, mais aussi de l'onco-esthétique. Tout est très important dans la reconstruction d'une personne malade. Nous avons financé aussi des associations à Marseille, à Martigues, à Arles et sur tout le territoire. Toutes ces associations n'offrent pas à leurs patients un programme complet, comme c'est le cas dans le centre ressources. Mais chacun apporte sa pierre à l'édifice pour apporter son soutien aux patients. Cela représente plus de 100 000 € par an pour le département. Alors c'est vrai, parler de chiffres, ce n'est pas toujours le plus important, mais c'est aussi, je dirais, important de visualiser l'engagement des financeurs que nous sommes. Nous avons vu grandir le centre ressources à Aix-en-Provence, qui est devenu aujourd'hui, vous l'avez dit, un grand centre pilote au 1000, puis une fédération que nous soutenons aussi, puisque nous aidons aujourd'hui l'émergence, vous l'avez dit, du centre ressources Marseille. Et je souhaite bon courage à l'initiative de tous ces bénévoles sur Marseille, en tout cas. Il ouvrira dans quelques semaines au bénéfice des patients de Marseille et de ses environnements. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur l'engagement du département. Vous pouvez compter sur notre soutien. Et surtout, je voulais à nouveau remercier Jean-Loup Mussier pour le travail que vous faites. Je crois qu'on peut encore l'applaudir. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame de Véza. Monsieur Desjardins, je vous en prie. Directeur adjoint, donc, chargé des projets santé chez Malakoff Médéric. Alors, il n'aime pas trop qu'on dise son titre, mais bon, je vous promets, après, j'arrête. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Malakoff Médéric soutient les centres ressources ? Voilà, je vais essayer d'être assez bref. Alors, Malakoff Médéric Humanis est un groupe de protection sociale, déjà. Là, on a du mal à comprendre. En fait, il y a deux métiers. Le premier, c'est de payer les retraites pour le compte de la GRK de l'ARCO, donc ça, c'est assez facile à intégrer. Le deuxième, c'est l'assurance de personnes. Et c'est plus à ce titre-là que l'on est intervenu. Alors, c'est un vieux groupe, Malakoff Médéric Humanis. Il y a les trois noms, déjà. Médéric est ancien, puisqu'il est à l'origine de la création des allocations familiales. Donc, ça remonte très, très loin. Et ça montre aussi combien il y a une fibre sociale importante dans le groupe. Malakoff Médéric Humanis, c'est un groupe récent qui est né de cette fusion en janvier de cette année. Ce qui est important de considérer, c'est qu'on a redessiné des axes stratégiques dans la mesure où on avait des possibilités financières. Un groupe de protection sociale n'a pas d'actionnaire, mais il a forcément, bon an, mal an, quelques excédents qu'il n'a donc pas à redistribuer à des personnes qui n'existent pas, mais qu'il cherche à investir dans le cadre de son action sociale. Et la fragilité sociale est l'axe fort, dominant du groupe, avec en sous-chapitre, si je puis dire, le cancer et les maladies graves, le handicap, le soutien aux aidants, les fragilités sociales en général qui ne seraient pas intégrées de cette manière-là également. J'ai eu la chance de pouvoir mettre en place cet axe cancer, maladies graves, et on a démarré par cet axe-là, qui pour moi était le plus important. L'idée n'étant pas d'intervenir sur le plan médical. Je suis médecin, mais ce n'est pas à moi de donner quelques directives ou de juger ce qui aujourd'hui est proposé. Par contre, ce qui me paraît important, c'est d'avoir un intérêt particulier à tout ce qui peut faire que le patient soit mieux pris en compte, qu'on ait une vision globale de l'individu et qu'il ne soit pas vu exclusivement sous le prisme de sa maladie. Étudiant, on allait de couloir en couloir et on allait voir la vésicule de la chambre 12, ça doit rappeler des souvenirs à Jean-Loup. On oubliait que c'était une personne qui était rentrée avec un problème vésiculaire. Eh bien, c'est cette vision qu'on essaye d'avoir et d'essayer de contribuer à faire en sorte qu'il y ait une meilleure prise en charge. Pour compléter les propos précédents, je dirais que l'impact est triple de cette maladie. Il est personnel, on le sait. Moi, ce qui me gêne, c'est quand on parle de cancer, maladie chronique. Non, tout le monde a envie d'une rémission, d'une guérison, c'est évident. Et puis un jour, un oncologue m'a dit, oui, mais pour nous, c'est chronique parce qu'il y a un avant-cancer et il y a un après. Et après, c'est jamais pareil. Et moi, il y a deux choses qui me frappent, puisque dans notre métier d'assureur,
on assure des gens qui travaillent, des salariés. Il y a des choses qui reviennent en permanence, c'est la fatigue et les troubles cognitifs. Le sujet est fatigué, comme on le voit dans la sclérose en plaques aussi. Il n'est pas en chute, il n'est pas déprimé, il a un coup de pompe. Allez expliquer ça à votre manager avec votre DRH qui a envie que vous produisiez, c'est un peu compliqué. Les troubles cognitifs aussi, qui peuvent être liés à certaines chimiothérapies, on ne les prend pas assez en compte. C'est important. C'est des difficultés au travail, c'est un dossier qui est incomplet, c'est des disputes dans le couple. Vous connaissez tout ça pour ceux qui sont en couple. Mais si, tu sais bien, je te l'ai dit hier. Bon, comme d'habitude, tu n'as pas entendu. Là, non, je n'ai pas forcément enregistré le message. L'impact, il va être professionnel. Un Sujet sur 3 ne va pas retrouver son emploi après un cancer. C'est 1 sur 6 dans la population générale. Deuxième impact, donc. Le troisième, il est sur celui qui accompagne. On appelle l'aidant. Je ne suis pas sûr que ce soit un très bon terme. On accompagne, on est à côté, on aime la personne, on essaye de lui rendre service, puis petit à petit on tombe dans une spirale. Sauf que l'on sait aujourd'hui qu'on s'oublie aussi. 62% des sujets qui accompagnent ne prennent plus soin d'eux-mêmes. Ils se laissent progressivement prendre par leur nouveau statut. Ils vont plus chez le médecin, ils font plus leur traitement, ils font plus leur dépistage, et puis c'est eux qui un jour deviennent malades. Alors qu'en fait, ils sont les pivots, ils sont très importants. Quand je dis c'est pivot dans la relation familiale, mais en même temps, c'est l'intermédiaire dans la relation médecin. Ça m'avait frappé aussi, ça me semble important de la valoriser. C'est lors d'une consultation, le malade vient avec ses questions, mais il a déjà ses réponses. Et quand il ressort, il n'a pas forcément entendu l'oncologue qui lui expliquait un certain nombre de choses. L'aidant, je vais devoir bientôt terminer pour pas être trop long. L'aidant est là aussi pour donner cet éclairage de ce que lui, il a perçu et d'accompagner la personne. Donc, pour toutes ces raisons de maladie, d'impact professionnel, d'impact sur l'entourage et sur l'aidant, on souhaite s'investir. Et Ressources a été le premier modèle que l'on a voulu accompagner parce que justement, il avait cette vision globale de l'individu dans son milieu personnel, professionnel et avec son aidant. Et puis, pour terminer, puisqu'on a accompagné Jean-Loup dans ses travaux, je dois dire que moi, je suis assez fier pour le groupe, mais aussi à titre personnel, qu'on ait pu faire accepter nos administrateurs de participer au financement de l'évaluation de ce programme PACT qui est tout à fait extraordinaire. Merci beaucoup. Alors, au-delà des financeurs, il y a aussi le soutien indéfectible d'une commune, celle d'Aix-en-Provence en l'occurrence, dont vous pouvez témoigner, Marie-Pierre Sicard, ne serait-ce que par votre présence aujourd'hui, en dépit de votre jambe. Bonjour. Eh bien, moi, je vais continuer à effeuiller l'artichaut par le fait que c'est vrai, je suis hospitalisée depuis le 2 juin. Ma vie a basculé, c'est-à-dire que j'ai basculé, je suis tombée d'un arbre. J'ai taillé des branches, je suis montée en ayant envie d'atteindre le ciel, et puis tout d'un coup, j'ai dérapé et je suis tombée. Et je me suis rendu compte comment, en quelques secondes, la vie pouvait changer et qu'en fait, on pouvait faire quelque chose. On pouvait faire quelque chose parce que ce qu'il fallait, c'était avant tout garder l'énergie qu'on a en soi, garder l'envie de faire quelque chose. Et madame, quand vous m'avez téléphoné, et mon cher Jean-Louis, quand tu m'avais demandé, avant que je tombe, d'être là, je t'avais dit oui. Je t'avais dit oui, pourquoi ? Parce que tu sais, comme j'aime les combats, comme j'aime les batailles, comme j'aime ce qui se gagne. Et je pense que dans le cancer, ce qui est important, c'est de penser qu'on pose un diagnostic, mais il y a une solution. Et la solution, elle passe par la volonté du patient et elle passe par la qualité de l'accompagnement. Alors tout d'abord, mon cher Jean-Louis, je voudrais vraiment te féliciter. Nous nous sommes rencontrés il y a plus de 10 ans. Tu es souvent venu me voir. J'ai eu l'immense plaisir d'aller te voir,
dans l'association Ressources. J'ai rencontré les bénévoles. Et aujourd'hui, je suis fière, très fière, que sur Aix-en-Provence, il y ait une association, il y ait Ressources. Alors mes premières félicitations, elles vont vers toi, parce que par ta motivation, par ton engagement auprès des malades et de leurs familles, tous les jours, tu fais beaucoup. Et le tous les jours est important. Parce que souvent on dit oui, mais moi aussi j'aide. Mais aider une fois, aider un jour, aider une heure, ça ne suffit pas. Il faut aider tous les jours, en permanence. Et ça, c'est ce que fait Ressources. Madame, quand vous m'avez présenté, vous avez eu l'amabilité de dire que j'étais médecin. C'est vrai, je suis médecin. J'ai eu beaucoup de chance. J'étais chef de service, parce que maintenant j'ai arrêté. J'étais chef de service en anesthésie-réanimation, en chirurgie cardiaque, vasculaire et thoracique. Il y a 20 ans, quand j'endormais un malade en chirurgie cardiaque, il y en avait 1 sur 3 ou 1 sur 4 qui ne se réveillaient pas. Et je me disais que quand je les endormais, le dernier regard qu'ils avaient, c'était de me voir. Et je les endormais avec ma main sur le front, en leur disant « Ne vous en faites pas, tout va bien se passer. Et vous allez voir, demain, je serai à côté de vous à la réa, quand vous allez manger votre pomme et votre compote. » Et écoutez, je vous assure que le malade qui se projette dans demain, qui sait que demain, il va manger quelque chose d'aussi simple qu'une pomme et une compote, il s'endort en douceur. Et pour moi, je pense que c'était mon rôle. Beaucoup plus, il y avait un rôle technique, parce que les débuts de la chirurgie cardiaque, avec la circulation extracorporelle, les premières transplantations, puisque j'ai eu l'immense honneur d'endormir Emmanuel Vitria, je vous assure que ce n'était pas simple. Mais je suis convaincue que l'accompagnement du malade, parler avec lui, apporte beaucoup. Alors, quel est le rôle d'une adjointe à la santé ? Il faut, avant tout, qu'elle veille à ce qu'il y ait des soins performants sur son territoire. Et il faut aussi qu'elle s'attache à ce que les soignants puissent travailler dans de bonnes conditions. J'ai la chance d'être présidente du conseil de surveillance du centre hospitalier Aix-Pertuis et de l'hôpital Montperrin. Et je travaille dans ce sens de discussion, de partage, d'amélioration avec les 2 présidents des commissions médicales, le docteur Yves Rimet à l'hôpital et le docteur Françoise Antony à l'hôpital Montperrin. Je travaille aussi avec les 2 directeurs. Et si je cite ces noms, ce n'est pas anodin. C'est parce que j'ai énormément de plaisir à travailler avec eux. Nicolas Estienne à l'hôpital et Pascal Riot à l'hôpital Montperrin. Du reste, j'en profite, puisque je parle de Montperrin, pour remercier mon amie Brigitte Devesa. On parle de travail en commun. Là, vraiment, nous faisons un travail en commun. Et lundi, nous allons, sur l'hôpital Montperrin, inaugurer une crèche, car nous sommes aidés par le conseil départemental pour pouvoir améliorer la vie des soignants sur l'hôpital Montperrin. La ville d'Aix a beaucoup de chance. En 3 mois, il y a 2 centres qui s'ouvrent, c'est-à-dire qu'il y a le nouvel hôpital privé de Provence qu'on a inauguré vendredi. Le malade doit avoir le choix, le public ou le privé. Et là, il y a la possibilité de se faire soigner dans une dynamique privée avec l'hôpital privé de Provence. Mais le 6 décembre, nous allons inaugurer une nouvelle aile de 15 000 m² à l'hôpital. Sur la ville, vous vous rendez compte, en 3 mois, 2 inaugurations dans le domaine médical. Tout cela pour vous dire que la ville d'Aix est particulièrement attentive à la santé de ses habitants. Ce qui est très important sur Aix, c'est la qualité du tissu associatif. On a l'impression que le tissu associatif, il travaille dans le domaine de la culture. Pas du tout, pas du tout. Le tissu associatif, il travaille aussi énormément dans le domaine de la santé. Sur l'hôpital, nous avons monté la maison des usagers. Il y a 12 associations, je ne vous les citerai pas toutes, mais le diabète, le Parkinson,
tout ce qui est autour du rein, tout ce qui est autour des stomies, tout ce qui est autour de la polyarthrite. Voilà, tout cela, le diabète, tout cela, c'est pareil. C'est comme le cancer, il y a aussi une possibilité d'être accompagné. Quand la maladie vous touche, je pense que sentir que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas isolés, qu'il y a un chemin et qu'on va vous aider à le parcourir et surtout qu'on est toujours près de vous quand la situation demeure difficile. Alors l'association Ressources est née à Aix par la volonté d'un homme que je ne féliciterai jamais assez. Et autour de lui, je veux féliciter aussi toute son équipe. En 2018, vous l'avez dit, 630 patients ont été accompagnés, 525 femmes et 105 hommes. Alors là, je voulais vous poser à tous une question. Pourquoi est-ce que finalement, les femmes vont plus facilement parler et se faire aider? Je pense qu'il y a sûrement peut-être une petite communication où il faut peut-être dire aux hommes, mais vous savez, hein, vous aussi, vous en avez besoin. Les hommes, souvent, ont tendance à se renfermer. Eh bien non. Je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Alors, la ville d'Aix et la communauté du pays d'Aix ont largement contribué à aider financièrement cette association au début, car nous avons trouvé qu'elle était très utile et surtout de très grande qualité. La stratégie de la ville est d'aider au démarrage ces associations, comme pour les start-up, et puis de les laisser avancer. Pourquoi? Tout simplement parce que d'abord l'État nous donne de moins en moins d'argent, et je suis convaincue qu'il faudrait que le ministère se penche beaucoup plus sur des structures de qualité, comme la structure ressources, et puis cela nous permet aussi d'aider de nouvelles pousses. La ville joue son rôle régalien, qui est d'être président des hôpitaux, mais aussi un immense rôle dans la prévention, la vaccination, l'hygiène, le contrôle de la restauration et des piscines. Un grand merci aux bénévoles. Que ferait la France dans tous les domaines s'il n'y avait pas cet élan personnel de générosité, de volonté d'aider l'autre? Donc les bénévoles sont absolument indispensables. Un immense merci au conseil départemental. Tu l'as dit, Brigitte, Martine Vassal vous aide, Martine Vassal nous aide, et je pense que le regard que le conseil départemental a sur la santé, le handicap et les soins est capital. Un dernier mot, merci au mécénat. Vous avez fait parler, madame, le directeur de Malakoff Médéric. Le mécénat, c'est quelque chose d'exceptionnel. Si nous n'avions pas des mécènes sur la ville d'Aix, nous ne pourrions rien faire. Et je conclurai en vous disant que sur la ville d'Aix, nous avons créé un fonds de dotation qui s'appelle Aix-en-Provence Mécénat. Du reste, dans la salle, je salue certaines personnalités qui en font partie. Et Jean-Louis, si tu es d'accord, tu vas me préparer un dossier et je vais essayer qu'il soit, enfin le présenter pour qu'il soit éligible au prochain conseil d'administration. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. Maintenant, il faut descendre. C'est maintenant le moment que vous attendiez tous, depuis que vous avez entendu ce mot un peu étrange et magique, Mentimeters, quand vous êtes arrivés. Jean-Loup, est-ce que tu veux bien me rejoindre? Alors, grâce à Mentimeters, vous allez donc pouvoir voter. On va vous poser des questions. Vous allez pouvoir voter, voir quelle est la réponse, et vous aurez en prime l'immense chance d'avoir les explications du docteur Moisset. Alors, vous allez voir, ce sont des questions qui semblent évidentes, mais qui ne le sont pas trop. On va passer à la première. Alors, non, c'est pas nous. C'est Cédric. Oui. Oui, est-ce qu'on peut revenir au slide précédent, s'il te plaît, pour avoir le code? Voilà, vous l'avez en haut, 73 58 52.
Je vous laisse quelques secondes pour vous connecter. C'est bon? Super. Alors voici donc la première question. L'attitude du patient, j'y crois pas, face à l'annonce du cancer, a-t-elle une influence sur l'augmentation des chances de survie à 5 ans? C'est-à-dire, quand on annonce à quelqu'un qu'il a le cancer et qu'on lui dit « mais avec des traitements, vous allez pouvoir vous en sortir », qu'il y croit ou pas, est-ce que ça a une influence sur ses chances de survie? J'ai bien résumé, docteur? Voilà, c'est sa réponse. Voilà. J'y crois ou j'y crois pas. Donc, est-ce que ça augmente pas? Est-ce que ça augmente de 30%? Est-ce que ça augmente de 65%? On va patienter 15 petites secondes et on va avoir la réponse. Les jeux sont faits, semble-t-il. Allez, la réponse? Voilà, la réponse est effectivement 65%. Diapo suivante. L'explication, elle est tirée d'une étude publiée en 1999 dans le journal, enfin le JCO, bien connu des cancérologues. Des patients, des Australiens ont suivi des patients qui avaient un mélanome malin métastatique. Pronostic à l'époque, il n'y avait pas l'immunothérapie, c'était 12 à 15 mois de survie. Et on leur posait la question, vous allez commencer les traitements, est-ce que vous y croyez ou pas? Et s'ils répondaient, j'y crois, ils sont sur la courbe en haut. S'ils répondent, ils sont ici. Et s'ils disent, j'y crois pas, ils sont là. Ils ont 65% de chances de plus d'être là, juste parce qu'ils ont dit, j'y crois. La prédiction est aussi forte que le fait d'avoir des métastases hépatiques et cérébrales, qui est un facteur justement péjoratif quand on a des métastases, un cancer de type mélanome métastatique. Voilà, une prédiction, c'est de 99. Je crois que ça vaut le coup, effectivement, de prendre le temps, quand on est médecin, d'aider le patient à y croire. Ensuite, Cédric. Alors, est-ce que le stress influence l'évolution de la maladie? Celle-là, elle est assez simple de question. Alors, il y a quelqu'un qui a dit non, hein, voilà. Donc, respectons toutes les réponses. Il s'est trompé, en fait. Mais bon, l'objectif, c'est de vous convaincre. Allez, je pense qu'on peut regarder la réponse, Cédric. Donc la réponse, elle est oui. Diapo suivante. Hop. Voilà. Ici, c'est une publication. Alors, c'est un cancer greffé sur une souris, un cancer de l'ovaire. Et ici, vous voyez le développement de ce cancer de l'ovaire en situation où la souris est laissée vivre tranquille. Maintenant, la souris, elle est en situation de stress chronique. C'est une publication de Nature Medicine. Hein. Diapo suivante, juste on va le voir en plus gros pour que vous puissiez bien voir. Le développement de la maladie en situation tranquille. Maintenant, la souris subit un stress chronique. Voilà, ce n'est pas une vision d'esprit. Hein. L'influence du stress sur l'évolution de la maladie. On peut passer à la troisième question. Est-ce que le pouvoir d'agir sur son stress influence ses capacités de guérison? Donc on dépasse la question précédente. C'est, vous avez une possibilité d'influer sur la gestion de votre stress ou pas? Voilà, puisque le stress a un impact, est-ce que vous pouvez influencer ou pas? Parce que c'est bien beau de dire que le stress fait ça. Ça vous fait flipper, là, encore plus. J'en profite pour remercier Cédric, hein, qui est en régie et qui anime ce Mentimeters avec beaucoup de brio. Je pense qu'on peut... Ben voilà, la réponse. Hein. Apparemment, tout le monde est d'accord. Bravo, vous êtes trop fort. Donc c'est bon. Alors la réponse, donc effectivement, voici l'expérience qui vient illustrer ça. Hein, c'est des pitchs, comme on dit, c'est pour illustrer, mais qui illustrent ce que je viens de dire. Voici une souris à qui on a greffé, on injecte des cellules cancéreuses, et elles vont, normalement, son système immunitaire va les rejeter. Dans 54% des cas, c'est le cas. Maintenant, ça c'est une souris qu'on laisse tranquille, elle vit sa vie tranquillement. J'appuie. Maintenant, la souris subit des chocs électriques. Elle ne peut pas, elle ne sait pas quand ça arrive pas, quand ça s'arrête. C'est l'enfer. Elle subit un stress chronique répété dans lequel elle est impuissante. 23% seulement d'élimination des cellules cancéreuses. Maintenant, diapo suivante, si la souris, et elle apprend très vite, elle sait qu'elle peut appuyer sur le bouton pour que ça s'arrête, eh bien, elle élimine encore mieux que celles qui sont tranquilles les cellules cancéreuses. Ce qui veut dire que vraiment, le stress n'est pas un problème, c'est le stress lié à l'impuissance
et lorsque je peux agir, là, ça change tout. Donc là, on est en situation en fait d'éveil, de stress de type éveil. Et là, ici, on est entre guillemets pas attentif, on se laisse faire, mais on va moins se laisser surprendre quand on est en éveil. Mais le stress n'est pas un problème, c'est seulement stress et impuissance. Science. Alors, imaginez, vous êtes en Afrique, je l'aime beaucoup celle-là, perdu dans la savane devant un lion. Déjà, c'est tout à fait probable. De combien baisserait votre niveau de stress si vous êtes 2 ? Ah ah, on fait moins les malins là, hein ? C'est plus dur ça, hein ? Ouais, c'est bon, merci. Vas-y, Cédric. Vous êtes très fort. Ouais. Effectivement, il va baisser de 40%. On va voir après pourquoi. Hein. Diapo suivante. Et oui, donc là, on a une petite Maintenant, suite. Alors, vous n'êtes pas seulement 2, mais en plus, vous avez emmené des amis avec vous. Donc, de combien... Ouais, Maintenant que vous êtes à plusieurs. ouais, vous êtes nombreux. On sent qu'il y a des habitués de chez Ressources ici, hein. On envoie la réponse. Eh bien, ils viennent souvent ressources, mais ils n'ont pas retenu, ils n'y croient pas assez. 100%. Ouais, oui. Diapo suivante. Voici l'expérience. C'est une expérience avec des babouins. Le babouin est tout seul face à un lion. Son taux de cortisol, qui est une hormone de stress, monte considérablement. Maintenant, les deux babouins, ce sont deux babouins qui voient le même lion. Leur niveau de stress augmente, mais il est de 40% de moins. Maintenant, il est avec sa famille, le même lion, même pas mal. Évidemment, l'analogie face au cancer, hein, c'est ça que je veux vous montrer et qu'on va vous dire tout au long de la journée. Ensemble, on est plus fort, évidemment, ensemble et unis. Et là, c'est une expérience scientifique très intéressante de l'équipe de Levin et de Sapolsky à Stanford. Est-ce que le fait d'avoir de bonnes relations et d'être entouré a une influence sur la santé ? Waouh ! On enfonce le clou, on dirait. Ah ! On a 2% de non. Ils sont trompés de touche. Allez, les résultats. Effectivement, vous avez tout juste. C'est oui. Diapo suivante. En fait, ce qu'il nous dit, c'est la plus grande étude au monde, la plus ancienne, conduite par l'équipe d'Harvard, la Harvard Study Adult Development. Ils ont suivi des populations depuis plus de 80 ans. Eh bien, qu'est-ce qui est prédictif de santé le plus fort ? C'est le fait d'être seul ou pas seul. Et de vivre longtemps et de vivre heureux. Les deux composantes. L'être humain est manifestement pas fait pour vivre seul. La suite ? Alors, là aussi, hein, ceux qui vont en ressources, ils vont être pistonnés. Quel est le meilleur traitement de la fatigue en cancérologie ? Le repos, un bon sommeil, de l'activité physique ou de l'EPO ? C'est l'érythropoïétine, hein, ce que font les cyclistes pour aller plus vite. Non, moi, il n'y a qu'une réponse. Une. On a dit le meilleur traitement. Vous ne pouvez cocher que sur une. Le meilleur. C'est ça, évidemment votre qu'à question. titre individuel, ça peut varier, mais en général. Et la réponse ? Et la réponse, c'est l'activité physique. Diapo suivante. Là, c'est intéressant parce qu'on est tous d'accord. Moi, j'étais en 97, c'était un congrès à San Francisco, c'était que du sport, de l'activité physique, c'était il y a 20 ans. Donc c'est connu depuis très longtemps, tout le monde est d'accord. On attend toujours cette fameuse ordonnance pour le sport, d'ailleurs. Mais bon, la fatigue est corrigée par l'activité physique, alors qu'on n'a pas envie. Eh bien, ne vous reposez pas, non. Bien sûr, il faut dormir, mais faites de l'activité physique. Il n'y a pas d'effet secondaire du sport, évidemment, en éliminant les problèmes avant, hein, cardiaques ou autres, qui peuvent être des contre-indications. Ça a un effet sur la fatigue, ça a un effet sur la qualité de vie. Mais attention, évidemment, ça fait du bien sur le coup. Si vous voulez un effet, et un effet durable,
il faut une activité physique qui dure sur 3 mois. Et les effets biologiques apparaîtront aussi après. Donc, encore une fois, l'idée de je ne fais pas ponctuellement, mais je fais régulièrement, c'est ça l'efficacité. Ah oui, les études, 34 essais randomisés. Et ceci, je l'ai fait exprès de vous montrer, c'était en 2005, donc il y a 15 ans presque, où déjà tout le monde était d'accord. Voilà. De combien peut-on réduire le risque de cancer du sein lié à la mutation BRCA1, donc c'est le cancer dont souffrait Angelina Jolie, avec 5 fruits et légumes par jour? 3%, 26%, 73%. Donc elle n'avait pas le cancer en fait, elle avait la mutation, oui, la mutation, qui la rendait, tout à fait. Qui augmentait son risque de cancer. Déclencher un cancer. Voilà. Oui. Pour l'âge de 50 ans, elle avait un risque de 38%. Et donc elle a choisi de se faire enlever les 2 seins. Ce qui est un choix. Ce qui est la technique qu'il faut savoir, ça réduit de 95% le risque d'avoir un cancer du sein, effectivement. Alors, c'est plus partagé, là. Les résultats, Cédric? Je suis impressionné par les réponses, effectivement. Bravo. Donc, diapo suivante. Ces chiffres est tiré du travail d'une équipe canadienne qui sont spécialisés dans l'oncogénétique. Ils ont suivi des patientes qui avaient le risque génétique. Et si elles mangeaient 5 fruits et légumes pour de vrai par semaine. Par jour. Trop fort. En même temps, elle n'est pas simple à lire, la diapo. Hein. Ouais. Bon, je l'ai mis, voilà. Eh bien, elles passaient de 38% de risque à 10%, 73% de réduction du risque. Voilà. On peut faire des choses, bien sûr, en prévention. Diapo suivante. Alors, vous êtes dans les années 80 à Stanford. Des femmes atteintes du cancer du sein métastatique viennent vous voir pour animer leur groupe de parole. On leur prédit une espérance de vie de 18 mois. Quelle a été la réalité de leur espérance de vie ? Le résultat, vous êtes très fort. Effectivement, un doublement. C'était les publications, diapo suivante, la publication de David Spiegel, qui vous montrera tout à l'heure. Donc on passe ici, au bout de 4 ans, de 3 ans, il n'y a plus de survivantes dans le groupe qui n'a pas participé au programme. Il y a encore un tiers de survivantes dans celles qui ont participé au programme et qui ont vécu, j'en ai rencontré, qui ont parlé aux étudiants en médecine en leur disant « Vous ne savez pas ce qui va nous arriver. Dites-nous bien ce qu'on a. La gravité de ce qu'on a, mais pas ce qui va nous arriver. Vous n'en savez rien. » Donc doublement, il faut savoir que David Spiegel ne le dira pas tout à l'heure, mais il ne s'attendait pas du tout à ça, parce qu'il a fait cette étude presque pour démontrer que ce qu'il apportait, c'était de l'aide, mais pas un changement sur le déroulement de la maladie. Combien d'années a-t-il fallu pour structurer le programme PACT? Alors si vous avez été attentif, normalement, vous devriez avoir la réponse. Bon, c'est vrai qu'il y a des pièges. Allez, on donne la réponse dès qu'on est à 100. Donc 13 ans si on part du moment où la thèse de médecine, où là j'ai modélisé l'idée, mais ce n'était pas du tout à fait prêt. Et avec l'équipe, Laetitia, Bruno, Anne-Marie, vous avez vu un peu en vidéo, on a travaillé et mis en place ce programme, est vraiment effectif en janvier 2012. Merci beaucoup, Jean-Loup. Mais oui. Bravo, vous avez été très fort. Vous pouvez vous applaudir.